Une pauvre petite fille sans abri mendiait devant un hôtel de luxe. Mais le PDG millionnaire faillit s'évanouir en voyant qu'elle portait le même collier que sa défunte épouse. Sous une pluie fine et persistante, Paris semblait enveloppé dans un voile de mélancolie. Les parapluies noirs se succédaient sur les trottoirs étroits de Montmartre, les passants pressés longeant les murs gris sans prêter attention à ce qui les entourait. Juste devant l'hôtel Montclair, là où la façade ancienne portait encore les marques du temps, une petite silhouette s'adossait quotidiennement contre la pierre froide. Elle était là depuis 3 semaines, toujours à la même place, toujours silencieuse. On l'appelait déjà la petite ombre de la rue Ramet. Élodie avait 8 ans, mais son regard paraissait bien plus âgé. Immobile sous son imperméable trop grand, trouée au coude, elle tendait une main tremblante vers les passants, espérant quelques pièces qu'elle rangeait sans mot dire dans une vieille boîte en métal. Son visage restait impassible, presque figé, comme si toute émotion l'avait quittée depuis longtemps. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas, ne riait jamais. Les touristes lui lançaient parfois un regard gêné, mais reprenaient vite leur route. Les habitants, eux, avaient fini par ne plus la voir. Elle était devenue un élément du décor parisien, comme les graffitis fatigués sur les murs ou les pigeons sur les bancs mouillés. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était apparue un matin, sans bruit, comme tombée du ciel. Aucun adulte ne l'accompagnait. Aucun voisin ne l'avait vue arriver. Et malgré sa discrétion, un détail étrange captait l'attention de ceux qui prenaient le temps de l'observer de plus près. Autour de son cou, Élodie portait un vieux collier en argent. Une pièce unique, ancienne, visiblement précieuse. Un bijou étrange sur une enfant qui semblait n'avoir plus rien. Le collier, trop grand pour son petit cou, pendait contre sa poitrine et brillait d'un éclat discret à la lumière des réverbères. C'était la seule chose qui semblait avoir une valeur pour elle. Elle y posait parfois la main, machinalement, comme pour se rassurer, comme pour se souvenir. Les rumeurs allaient bon train. Certains disaient qu'elle était une orpheline échappée d'un foyer. D'autres prétendaient qu'elle avait fui un trafic. Mais personne ne posait de questions sérieuses. Personne ne s'arrêtait pour écouter. La vie parisienne filait, rapide, indifférente, emportant avec elle la possibilité même de s'étonner. Jusqu'au jour où quelque chose changea. Ce fut un matin comme les autres, un mardi pluvieux où le ciel hésitait entre gris et noir. Une berline noire s'arrêta en double file devant l'hôtel. Un homme en costume sombre descendit précipitamment, le regard préoccupé, attaché à son téléphone portable. Il s'apprêtait à entrer dans le bâtiment lorsqu'il tourna la tête machinalement et la vit. Élodie, assise sous son manteau trempé, leva les yeux juste un instant. Le regard de l'homme se figea, son corps se raidit brusquement. Il fit un pas en arrière comme s'il venait de recevoir un choc invisible. Son visage pâlit aussitôt, vidé de toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux s'étaient fixés non pas sur la fillette, mais sur le collier. Il s'approcha lentement, comme en transe, puis s'arrêta à quelques pas, fixant la chaîne d'argent avec une intensité presque douloureuse. Il chuchota quelque chose, imperceptible, et recula de nouveau. Le chauffeur descendit du véhicule pour lui rappeler l'heure. L'homme hocha distraitement la tête, fit demi-tour, monta dans la voiture, puis resta immobile, les mains tremblantes. Dans son esprit résonnait un souvenir qu'il croyait à jamais enterré. Ce collier, il l'avait fait fabriquer sur mesure. Il n'en existait qu'un seul, et il l'avait enterré avec sa femme, Camille, 5 ans auparavant. Mais il n'y avait aucun doute, c'était le même, absolument le même. Et cette petite fille dans la rue, perdue, sale, ignorée, le portait autour du cou comme si c'était le seul souvenir d'un monde oublié. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, Luc Moreau sentit son cœur battre plus fort que sa raison. Le monde avait changé de forme autour de lui. Ce n'était plus un simple bijou, c'était une faille dans la réalité. Une question sans réponse. Une porte entr'ouverte sur un passé qu'il pensait figé. Et à travers cette porte, une enfant invisible, jusqu'alors ignorée de tous, venait de réveiller un fantôme. Luc Moreau ne dormit pas cette nuit-là. Rentré dans son appartement du 16e arrondissement, il resta debout devant la baie vitrée, regardant Paris s'étendre jusqu'à l'horizon sans vraiment voir quoi que ce soit. L'image de la petite fille sous la pluie le hantait. Plus encore que sa fragilité, c'était le collier qui l'obsédait. Ce bijou n'aurait jamais dû réapparaître. Il en avait supervisé la fabrication dans une petite joaillerie de la rue Saint-Honoré, choisi chaque détail, chaque courbe. C'était une pièce unique,
Un hommage silencieux à Camille, sa femme disparue dans un accident brutal. Il avait fait graver à l'intérieur un message que seul lui et elle connaissaient. Et ce collier, il l'avait glissé entre ses mains avant de refermer le cercueil. Il se souvenait encore de la sensation du métal glacé dans sa paume ce jour-là. Il n'y avait aucun doute possible. Au petit matin, sans prendre de petit déjeuner, Luc retourna à Montmartre. Il s'arrêta à l'angle de la rue Ramet, là où il l'avait vue la veille. Elle était là, exactement à la même place, comme si elle n'avait pas bougé. Toujours aussi silencieuse, toujours aussi immobile. Mais cette fois, il ne passa pas son chemin. Il s'accroupit lentement devant elle, veillant à ne pas l'effrayer. Elle ne sembla pas réagir, son regard vide fixé sur un point invisible. Il attendit quelques secondes, puis parla doucement avec une voix hésitante, presque cassée. « Bonjour, dit-il, je m'appelle Luc, je t'ai vu hier. Tu t'appelles comment ?» Elle ne répondit pas. Elle cligna à peine des yeux, comme si le bruit de la pluie suffisait à occuper tout son monde. Luc posa une main sur le trottoir, toujours accroupi. « Tu n'as pas froid, tu es seul ici. » Toujours pas de réponse. Son visage était fermé, et pourtant, quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était autre chose. Une sorte de vigilance douloureuse comme celle d'un animal blessé qui attend le prochain coup. Luc observa de plus près le collier. Il brillait sous les gouttes d'eau suspendues au cou de cette enfant mystérieuse. Sans y penser, il approcha la main lentement vers le bijou. Elle recula d'un coup sec. Son regard, brusquement alerte, se planta dans celui de Luc. Ce fut un choc. Dans ses yeux trop grands pour son visage maigre, il crut voir un éclat de colère ou peut-être de peur. Mais surtout, il y vit une chose impossible, une lueur familière, un fragment d'âme qu'il avait déjà croisé, un regard qui ressemblait trop à celui de Camille pour être une coïncidence. « Où as-tu eu ce collier ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Elle détourna les yeux. Luc sentit qu'il ne devait pas insister. Il se redressa doucement, le cœur battant. Il prit dans sa poche une carte de visite, l'approcha d'elle sans la toucher et la posa à ses pieds. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je travaille pas loin. Tu peux venir me voir. » Elle ne la regarda même pas. Luc recula, puis s'éloigna lentement, sans cesser de la fixer. Il avait besoin de réponses, et il n'en obtiendrait aucune ici. Pas aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas laisser tomber. Il devait comprendre. Ce fut au cours des jours suivants qu'il entreprit ses recherches. Il commença par la base, les bijoutiers. Il retourna à l'atelier qui avait conçu le collier, espérant trouver un indice, un registre, une anomalie. Mais le vieil artisan n'était plus là. L'atelier avait été vendu 6 mois plus tôt. Le nouveau propriétaire n'avait gardé aucun fichier client, aucun plan, rien. Il contacta ensuite le cimetière où Camille avait été enterrée. Il expliqua qu'il avait besoin de vérifier un détail dans le rapport d'inhumation. On lui répondit que les documents étaient conservés aux archives municipales. Il y alla lui-même, feuilletant les registres à la main, ligne après ligne. Le cercueil n'avait jamais été rouvert depuis la cérémonie. Rien n'indiquait un vol, une manipulation. Le collier était supposé être dans le cercueil. Alors, comment était-il réapparu? Luc commença à observer la fillette à distance. Chaque matin, il passait par la rue Ramet, parfois plusieurs fois dans la journée. Il restait de l'autre côté de la rue, caché derrière un abribus ou un lampadaire, regardant les passants l'ignorer. Elle ne mendiait plus autant qu'au début. Parfois, elle semblait juste attendre. Mais quoi? Ou qui? Un soir, vers 10 heures, il la vit quitter son poste. Elle se faufilait dans les ruelles avec une agilité étonnante. Luc décida de la suivre. Il s'attendait à ce qu'elle se dirige vers un foyer, une cachette, une bouche de métro. Mais elle marcha pendant plus d'une demi-heure, traversant Pigalle, descendant jusqu'aux abords de la gare Saint-Lazare, toujours aussi discrète, toujours seule. Puis elle disparut. Un instant, elle était devant lui. L'instant suivant, elle s'était volatilisée dans la foule. Il accéléra le pas, chercha dans chaque direction sans succès. C'était comme si elle s'était fondue dans le béton de la ville, comme si Paris elle-même l'avait engloutie. Ce soir-là, Luc rentra chez lui, vidé, perturbé, envahi d'un sentiment étrange. Il n'arrivait plus à penser clairement. Chaque pas de cette fillette semblait effacer les certitudes de sa vie d'avant. Qui était-elle vraiment? Pourquoi portait-elle ce collier? Et pourquoi avait-il reconnu dans ses yeux quelque chose de si familier, de si douloureusement intime? Ce n'était pas un hasard.
Il le sentait dans chaque fibre de son être. Le monde qu'il connaissait venait de se fissurer. Et à travers cette fissure, un secret bien plus vaste qu'il ne pouvait l'imaginer commençait à se révéler. Au 4e étage d'un immeuble ancien du boulevard de Clichy, au-dessus d'une librairie abandonnée depuis des années, se trouvait un appartement dont personne ne semblait connaître le propriétaire. Les rideaux étaient toujours tirés, les fenêtres hermétiquement fermées, et les voisins n'avaient jamais vu quiconque y entrer ou en sortir. La boîte aux lettres restait vide, sans nom, sans publicité. Pour la plupart des habitants de l'immeuble, ce logement n'était qu'un fantôme d'habitation, un espace oublié comme il en existe tant à Paris. Et pourtant, c'était là qu'Élodie se rendait chaque nuit. Elle avait découvert l'accès bien avant d'être repérée par Luc Moreau. Un soupirail dissimulé derrière un tas de planches dans la cour intérieure donnait sur les caves, reliées par un étroit couloir poussiéreux à une porte de service longtemps négligée. Elle avait forcé l'entrée avec une pierre, un soir de tempête, et depuis, elle y vivait en secret, dans l'ombre. L'appartement avait l'odeur des lieux figés dans le passé, poussière, humidité, bois anciens. Les meubles, recouverts de draps blancs, semblaient attendre un retour qui ne viendrait jamais. Dans le salon, un vieux canapé écrasé contre le mur tenait encore debout, flanqué d'un guéridon où reposait un cendrier plein de mégots éteints depuis des années. Une horloge à balancier, arrêtée à 3h17, dominait la pièce comme un gardien du temps suspendu. Élodie n'allumait jamais les lumières. Elle connaissait chaque recoin, chaque marche qui craquait, chaque planche instable. Une minuscule lampe de poche, attachée à son collier par une ficelle, lui servait de guide. Elle se dirigeait toujours d'abord vers la chambre du fond, celle dont la porte était entr'ouverte, comme si elle avait été abandonnée en plein mouvement. Là, sous le lit, dans une boîte en carton doublée de tissu, elle cachait les quelques objets qui lui appartenaient vraiment. Il y avait un petit carnet dont les pages étaient couvertes de dessins d'enfants, des visages flous, des paysages tristes, des formes informes, une brosse à cheveux cassée, 3 photographies, jaunies, sans date, sans nom, et surtout un vieux magnétophone à cassette, presque muet, que seule la bande marquée « Maman » faisait encore fonctionner. Élodie avait écouté cette cassette des dizaines de fois. La voix était douce, un peu tremblante, et parlait d'un ton rassurant comme pour endormir un bébé. « Tu es mon miracle, ma lumière, mon cœur. Si un jour je ne suis plus là, souviens-toi de cette voix. Souviens-toi de mon amour. » Elle connaissait chaque mot, chaque respiration. C'était sa prière du soir, son seul lien avec un passé dont elle ne comprenait qu'un fragment. Les souvenirs lui échappaient comme du sable entre les doigts. Elle ne savait pas pourquoi elle portait ce collier. Elle ne savait même plus d'où elle venait exactement. Mais cette voix, elle la croyait plus que tout. Cette voix, c'était sa vérité. Une nuit, alors qu'elle rentrait de la rue Ramet, elle trouva l'appartement différent. Quelque chose imperceptible avait changé. L'air était plus froid. Les ombres semblaient plus longues. Elle s'avança prudemment, le cœur battant, et s'arrêta net devant la chambre. La boîte avait été déplacée. Rien n'avait disparu. Tout était encore là. Mais elle sentait que quelqu'un avait touché ses affaires. Elle inspecta les lieux en silence, recula jusqu'au couloir, tendit l'oreille. Aucun bruit. Pourtant, l'impression d'une présence restait accrochée au mur. Ce fut cette nuit-là qu'elle décida de ne plus dormir. Pas vraiment. Elle resta assise contre la porte fermée, les yeux ouverts dans le noir, tenant le magnétophone contre elle comme un talisman. Le lendemain, à l'aube, elle retourna sur son point habituel. Luc n'était pas là. Cela la rassura. Elle ne savait pas pourquoi cet homme la suivait. Elle se souvenait de son regard, trop insistant, trop brisé. Il l'effrayait. Pas parce qu'il semblait dangereux, mais parce qu'il semblait la connaître. Et personne ne la connaissait. Elle resta là plusieurs heures, mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne se sentait plus invisible. Elle se sentait observée, traquée. À quelques rues de là, Luc tournait en rond dans son bureau. Il avait contacté un détective privé, un ancien collègue du temps où il travaillait encore dans la finance. Il avait demandé une enquête discrète sur les enfants errants de Montmartre, en particulier une petite fille sans identité, portant un collier ancien. Le détective, un certain Grégoire Lasalle, avait accepté avec curiosité. 3 jours plus tard, il revint avec un dossier mince mais troublant. Elle n'existe pas dans les bases sociales. Aucun dossier scolaire, médical, rien. C'est comme si elle avait surgi de nulle part, mais
Il tendit une photo à Luc. Un sans-abri de la rue Championnet affirme l'avoir vue il y a plus de 2 ans, au bras d'une femme blonde. Il dit qu'elle s'appelait Camille. Le choc fut si brutal que Luc faillit lâcher la photo. Ce n'était pas possible. Camille était morte. Il avait identifié son corps. Il avait assisté à l'enterrement. Il avait signé les papiers. Et pourtant, cette information, ce détail, cette coïncidence, creusait un abîme dans sa logique. Le soir même, il retourna à Montmartre. Mais Élodie n'y était plus. Son coin était vide. Le trottoir semblait plus large sans elle. Il tourna en rond, interrogea les passants, retourna à l'endroit plusieurs fois dans la nuit. Rien. Disparu. Pendant ce temps, dans l'appartement aux fenêtres scellées, Élodie pleurait en silence. Ce qu'elle avait trouvé ce soir-là sous son lit n'était pas un voleur ni un intrus. C'était une lettre. Une enveloppe jaunie posée sur la boîte, écrite à l'encre noire, avec seulement ces mots « Il est temps que tu saches ». Élodie tenait la lettre dans ses mains glacées, sans oser l'ouvrir. Le papier était épais, jauni par le temps, marqué à l'encre noire d'une écriture fine et soignée. Elle connaissait ce style. Elle l'avait vu, une fois, sur une autre enveloppe, collée au dos d'une vieille photographie retrouvée dans une benne. À l'époque, elle avait cru à une coïncidence. Mais à présent, tout sonnait différemment. Cette lettre n'était pas une erreur. Elle lui était destinée. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait été là, dans cet appartement, pour y déposer ce message. Quelqu'un l'observait depuis plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Elle glissa ses doigts sous le rabat, lentement, comme si le moindre faux mouvement allait déchirer non seulement le papier, mais l'équilibre fragile de son monde. La feuille à l'intérieur était pliée en 3, soigneusement. Elle la déplia, les yeux écarquillés, le souffle suspendu. « Élodie, si tu lis ceci, c'est que tu es prête, tu as survécu, tu es plus forte que ce que j'espérais. Ce collier que tu portes est la clé. Il t'a été confié parce que tu es la seule à pouvoir porter ce fardeau. Ne fais confiance à personne, pas même à ceux qui prétendent te connaître. Ce que tu découvriras dans les prochains jours peut détruire ou sauver des vies. Tu dois retourner là où tout a commencé, là où tu as vu le feu pour la première fois, près du fleuve, près de la lumière. C'est là que la vérité dort. Aucune signature, aucune date, rien d'autre que ces mots. Mais en lisant près du fleuve, une image jaillit dans son esprit, comme une blessure qu'on rouvre. Les quais de la Seine, au crépuscule, une main tenant la sienne, une lumière rouge qui dévore l'horizon. Elle avait eu 5 ans, peut-être moins. Elle se souvenait des cris, de la chaleur, de la peur, et puis plus rien. Le lendemain, elle quitta l'appartement au lever du jour. Elle marcha longtemps, évitant les grandes rues, les regards, les uniformes. Arrivée près de l'île Saint-Louis, elle s'arrêta au bord de l'eau, là où les péniches semblaient dormir. Elle chercha un repère, un indice, quelque chose qui réveillerait sa mémoire. C'est en longeant les arches de l'ancien pont Marie qu'elle le vit. Un graffiti effacé, presque invisible, sous la première arcade. Une flamme rouge dessinée au fusain et au centre, un cercle traversé d'une croix. Son cœur se serra. Elle connaissait ce symbole. Il apparaissait dans ses dessins, sans qu'elle sache pourquoi. Elle pensait l'avoir inventé. Mais il était là, réel, ancien, usé par le temps. Elle suivit les arches, traversa une porte grillagée entr'ouverte et pénétra dans un tunnel humide, ignoré des passants. L'odeur de moisissure, le ruissellement de l'eau, la pénombre. Au fond, une trappe en métal, rouillée. Elle l'ouvrit avec effort. À l'intérieur, une boîte, comme un coffre scellé. Elle la tira hors de l'ombre, la posa au sol et l'ouvrit. À l'intérieur, un dossier jauni, des documents officiels, des photographies en noir et blanc, des schémas et des noms. Elle tourna les pages, le souffle coupé. Il y avait là une copie de son acte de naissance, modifiée avec plusieurs versions superposées. Des notes manuscrites, des annotations médicales, des lettres codées, et un nom répété partout, Camille Rousseau. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi un enregistrement. Une cassette audio étiquetée simplement « Expérience Luxe, sujet E01 ». Élodie sentit ses mains trembler. Elle n'avait pas de lecteur sur elle, mais elle connaissait un endroit où elle pourrait écouter cette bande. Elle reprit la boîte, la serra contre elle et retourna dans l'appartement scellé. De l'autre côté de la ville, Luc Moreau lisait un email qui glaçait le sang. Grégoire Lasalle avait fouillé les archives hospitalières de la région. Ce qu'il avait trouvé dépassait tout ce que Luc pouvait imaginer. Camille Rousseau, officiellement morte dans un accident de voiture,
avait été admise 2 jours plus tard dans un établissement psychiatrique sous un faux nom. Elle était restée internée 6 mois dans une clinique privée de la banlieue sud, avant de disparaître sans laisser de traces. Les documents, classés secret médical, montraient une réalité insoutenable. Elle n'était pas morte. Elle avait été effacée. Et dans les notes du médecin responsable, un nom revenait plusieurs fois. Élodie, mentionnée comme sujet, expérimentation, porteur du signal. Luc n'arrivait pas à y croire. Son épouse, qu'il avait enterrée. Sa fille, qu'il ne savait même pas avoir. Il relut les documents plusieurs fois. Tout concordait. Et il comprit une chose terrible. On l'avait manipulé. Tout son passé avait été réécrit. Ce soir-là, il retourna à la rue Ramet. Elle était toujours vide. Mais cette fois, il ne resta pas sur le trottoir. Il entra dans l'hôtel Montclair, se fit passer pour un client potentiel, observa les alentours. Puis, il emprunta la ruelle derrière le bâtiment. Une grille, une cour, une issue de secours. Il l'examina longuement. Et là, à moitié dissimulée sous un tas de cartons, il découvrit une petite lampe de poche attachée à une ficelle. Elle appartenait à Élodie. Il en était certain. Et tout près, dans un coin sombre de la cour, un soupirail ouvert. Il s'accroupit, regarda à l'intérieur. L'obscurité, mais aussi une trace de pas dans la poussière. Il savait maintenant où elle vivait. Pendant ce temps, dans l'appartement silencieux, Élodie inséra la cassette dans le magnétophone. La bande s'enclencha, grinça, puis une voix froide s'éleva: mécanique clinique. Sujet EZE1, stabilisation du signal réussi, réaction émotionnelle contrôlée, transfert de mémoire partielle, activation prévue au contact du porteur initial. Suivirent des bruits de pas, des murmures, des chiffres codés, puis un cri d'enfant étouffé suivi d'un silence assourdissant. Élodie arrêta la bande. Elle n'avait plus de doute, elle n'était pas une enfant abandonnée, elle était une création, un fragment, un héritage biologique et mémoriel, quelque chose d'expérimental. Et ce collier n'était pas un bijou sentimental, c'était un déclencheur, un code. Et maintenant, elle n'était plus seule à le savoir. Au lever du jour, Paris s'éveillait dans un calme trompeur. Les tramways reprenaient leur danse monotone, les vélos fendaient les avenues détrempées, et les cafés ouvraient lentement leurs volets de fer. Mais derrière les vitres opaques de l'appartement du boulevard de Clichy, Élodie restait figée, les jambes repliées contre sa poitrine, les yeux fixés sur le magnétophone désormais muet. La voix froide qu'elle avait entendue tournait encore dans sa tête, comme un poison lent. Ces mots cliniques, déshumanisés, avaient arraché ce qu'il restait d'innocence en elle. Elle n'était plus simplement une orpheline oubliée de Paris. Elle était le produit d'un projet, une expérience, un sujet. Et à présent, elle comprenait pourquoi ce collier avait été toujours là, suspendu à son cou comme un fardeau invisible. Elle ne savait pas encore ce qu'était un transfert de mémoire partielle, ni qui était ce porteur initial. Mais elle sentait au fond d'elle que cela avait un lien direct avec cette sensation étrange qui l'habitait depuis sa rencontre avec Luc Moreau. Comme si ce regard, ce frisson, cette peur, n'étaient pas nés dans l'instant, mais réveillés d'un souvenir ancien, profondément enfoui. Quelque chose que son corps reconnaissait, même si son esprit n'en gardait aucune trace consciente. Elle décida de sortir. Elle n'avait plus le luxe de se cacher. Il lui fallait comprendre, et pour cela elle devait confronter Luc. Il avait vu le collier. Il avait réagi. Il savait quelque chose. Elle en était certaine. Et surtout, il semblait chercher des réponses autant qu'elle. Luc, lui, n'avait pas dormi. Depuis qu'il avait repéré le soupirail et découvert la lampe de poche, il s'était posté dans sa voiture, garée non loin, observant discrètement l'immeuble. Il n'avait aucune preuve tangible, mais son instinct lui criait qu'Élodie se trouvait là, dans ce bâtiment silencieux aux volets clos. Plusieurs fois, il avait failli entrer de force, mais il se retenait. Il ne voulait pas l'effrayer. Pas elle. Quand elle apparut enfin en début d'après-midi, il la vit descendre dans la cour, regarder à droite, puis franchir la grille avec prudence. Elle n'avait pas encore remarqué la voiture. Luc sortit, lentement, se plaça sur le trottoir, sans un mot. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Elle ne s'enfuit pas. Il s'approcha, le cœur battant, les mains visibles, comme s'il approchait un oiseau sauvage. « Tu m'as suivi », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Luc hocha lentement la tête.
Je ne veux pas te faire de mal, je veux juste comprendre. » Elle hésita, puis murmura « Moi aussi. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à un petit parc désert, à quelques rues de là. Assis sur un banc, Élodie lui montra la cassette. Luc la prit délicatement, la regarda longuement. « Lux » murmura-t-il. « Je connais ce nom. C'était un projet médical. » Non, plus que médical. Une initiative privée financée en secret par plusieurs laboratoires européens. On en parlait à peine. Des rumeurs. Une légende urbaine du monde scientifique. Le transfert cognitif par mémoire cellulaire, c'était de la science-fiction. « C'est moi, dit-elle. Je suis sujet E01. » Luc sentit une douleur le traverser, une crampe violente de conscience. Il regarda cette petite fille à ses côtés, si calme, si brisée, et comprit. Ce n'était pas une simple victime. C'était un témoin vivant d'un mensonge monstrueux. Il prit une grande inspiration. Camille, ma femme, elle travaillait pour un centre de recherche au début. Elle ne m'a jamais tout dit. Elle disait que c'était dangereux, qu'elle voulait protéger sa famille. Puis l'accident, j'ai vu son corps. Enfin, je croyais... Élodie le regarda sans émotion. Elle n'est pas morte dans un accident. Elle a été enfermée. Et moi, je suis ce qu'ils ont gardé d'elle. Ils restèrent silencieux un moment. Les feuilles mortes tombaient lentement autour d'eux, comme une pluie de souvenirs. « Tu as entendu la voix sur la cassette ?» demanda Luc. Elle hocha la tête. Elle parlait de moi comme d'un outil, d'un porteur, d'une activation. Je ne suis pas une vraie personne. Luc serra les poings. Tu es bien plus que ce qu'ils ont voulu faire de toi. Ils t'ont utilisé, manipulé, mais tu es vivante. Et tu ressens. Tu es réelle. Élodie détourna les yeux. Alors pourquoi est-ce que je ne me souviens de rien? Pourquoi est-ce que je me réveille chaque nuit avec des images de flammes, de cris, de morceaux de souvenirs qui ne sont pas les miens? Luc se redressa. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont copié, fragmenté, injecté. Tu portes peut-être des fragments de mémoire de Camille, des morceaux de sa conscience. Élodie prit son collier entre les doigts. Et ce bijou. Luc l'observa attentivement. C'était le sien. Je l'ai fait faire pour elle. Il portait un message secret, une phrase codée gravée à l'intérieur. Il s'approcha doucement, tendit la main. « Tu veux que je regarde ?» Elle hésita, puis acquiesça. Il prit le pendentif, l'ouvrit. À l'intérieur, gravée si finement qu'elle semblait presque invisible, une phrase « Là où dort la lumière, naît la vérité ». Luc recula, bouleversé. Elle savait. Elle a tout prévu. Ce message, c'est une instruction. Élodie ferma les yeux. Elle voulait que je découvre ce qu'ils m'ont fait. Luc serra sa main. « Alors on va le faire ensemble. On va retrouver ceux qui t'ont volé ta vie. » À cet instant, une silhouette apparut à l'angle de la rue. Un homme en manteau sombre, au regard perçant, les observait. Il tenait un téléphone à l'oreille. Il ne parlait pas, mais son regard restait fixé sur eux. Élodie le vit aussi, et elle le reconnut. C'est lui. Il était là, le jour de l'incendie. Luc se leva, prêt à courir, mais l'homme tourna les talons et disparut. La chasse venait de commencer. Le lendemain matin, Paris s'était habillé d'un brouillard dense, lourd, presque menaçant. La lumière filtrée par les nuages semblait artificielle, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans cet étrange climat, Luc et Élodie entamèrent un périple silencieux à travers les quartiers plus anciens, suivant la seule piste tangible qu'ils possédaient, le nom du centre LUX. Après une nuit de recherche fébrile dans les archives médicales numérisées et les bases de données occultes qu'il avait encore la capacité d'exploiter, Luc avait trouvé une adresse désaffectée dans le 15e arrondissement. Un ancien bâtiment hospitalier, officiellement abandonné depuis 6 ans, mais qui figurait dans un document médical crypté retrouvé par Grégoire Lasalle comme étant le point initial de stabilisation cognitive. Ils y arrivèrent à pied, contournant les axes principaux, évitant les transports, conscients que leur déplacement pouvait être surveillé. L'immeuble, d'une architecture sévère, se dressait entre 2 entrepôts délabrés. Aucun panneau, aucune indication. Les volets étaient scellés, les fenêtres sales, mais il y avait une tension invisible dans l'air. Quelque chose dormait encore à l'intérieur. Luc força la grille d'entrée, Élodie à ses côtés. Ils pénétrèrent dans un hall abandonné, aux murs jaunis et au sol craquelé. Des papiers déchirés traînaient encore, mêlés à des seringues rouillées
et des câbles sectionnés. L'air était humide, chargé d'un parfum acide de désinfectant et de moisi. Chaque pas soulevait une fine couche de poussière. Ils traversèrent un couloir obscur, guidés par la lumière de la lampe d'Élodie, jusqu'à atteindre une porte métallique marquée d'un simple mot gravé à la main. Protocole. Luc força la serrure avec un outil qu'il avait emporté et la porte céda avec un grincement sourd. Derrière, un escalier descendait dans les entrailles du bâtiment. Ils descendirent lentement, les marches gémissant sous leurs pieds, jusqu'à atteindre un sous-sol baigné d'une lumière rouge provenant d'une alarme défaillante, clignotant sans bruit. Là, dans une pièce verrouillée par un code, ils trouvèrent ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Des dossiers complets. Des caisses entières de documents classifiés, de schémas cérébraux, de journaux d'observation, des photos d'enfants, des échantillons biologiques étiquetés avec des initiales et un mur entier couvert de croquis, de cartes neuronales, de représentations du cerveau humain modifié. Au centre, une inscription manuscrite, en lettres capitales. Hello, E01, matrice active. Élodie resta figée. C'est moi, murmura-t-elle. Luc feuilleta un dossier. À l'intérieur, des rapports signés par plusieurs scientifiques. Le projet LUX n'était pas un simple centre de recherche. C'était une expérimentation transhumaniste visant à transférer les mémoires affectives et cognitives d'un individu à un autre par un processus complexe de résonance cellulaire. Camille Rousseau avait été l'un des cerveaux fondateurs du programme et, selon les documents, elle s'était portée volontaire pour que sa mémoire soit transmise à un embryon conçu en laboratoire. « C'était toi, dit Luc à voix basse. Tu n'es pas sa fille. Tu es elle. » Élodie cligna des yeux perdus. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Luc montra un autre rapport. Ils ont réussi à extraire une partie de la conscience de Camille. Son esprit, ou une partie de ses souvenirs, a été implanté dans ton cerveau en développement. C'est pour ça que tu as des visions, des souvenirs qui ne sont pas les tiens. Élodie recula, tremblante. « Je suis un fragment d'elle. » « Non, tu es entière. Mais tu es née de cette fusion. Ce qu'ils ont fait, c'est inhumain. Mais toi, tu vis et tu ressens. Ce n'est pas une erreur, Élodie. C'est une victoire sur leur monstruosité. » Ils entendirent soudain un bruit, un craquement au-dessus d'eux. Quelqu'un venait d'entrer dans le bâtiment. Luc éteignit la lumière d'un geste, tira Élodie contre le mur, tous deux retenant leur souffle. Des pas résonnaient dans les escaliers, lents, méthodiques. Puis une voix grave, métallique, retentit dans le silence. Sujet E01 identifié, procédé à la récupération. Élodie se figea. Luc chercha une issue, repéra une ventilation en hauteur. Il l'aida à grimper, la poussant à l'intérieur. « Vas-y, cours, je les retiens. »« Non, tu viens avec moi, je vais les ralentir. On se retrouve au pont, là où on s'est parlé la première fois. Promis. » Il referma la grille après elle et se tourna vers la porte. Elle s'ouvrit brutalement. Deux hommes en uniforme armés le pointèrent aussitôt. L'un d'eux s'avança. « Où est le sujet ?» Luc haussa les épaules, défia leur regard. « Parti, comme votre humanité. » Ils le frappèrent, le plaquèrent au sol, le maîtrisèrent. Mais dans la ventilation, Élodie rampait déjà vers la sortie, son cœur battant à tout rompre. Elle savait maintenant qu'elle n'avait plus le choix. Elle ne pouvait plus fuir. Elle devait se battre. Non pas pour elle seule, mais pour toutes les autres créations que ces dossiers mentionnaient. Pour toutes les unités biologiques listées comme des échecs. Elle n'était pas une erreur. Elle était la preuve que leur folie n'avait pas effacé l'âme. Et elle savait où aller, car dans les dernières pages du dossier, une autre adresse était indiquée. Un lieu nommé Échelon C. Un endroit où vivaient, peut-être encore, d'autres comme elle. Le vent s'était levé sur Paris, soufflant dans les ruelles étroites comme une voix pressée de tout effacer. Les feuilles mortes tournoyaient en silence, emportant les traces de la fuite d'Élodie. Depuis sa sortie du centre LUX, elle n'avait cessé de courir, s'éloignant des avenues, se glissant dans les couloirs du métro sans prendre les trains, dormant dans les couloirs techniques ou les réserves de commerces abandonnées. Chaque recoin devenait un abri temporaire. Mais son esprit, lui, ne trouvait aucun repos. L'image de Luc, emportée par des hommes armés, la hantait comme une blessure ouverte. Elle s'en voulait d'être partie, même si elle savait qu'elle n'aurait rien pu faire. Mais maintenant, elle n'était plus une enfant fuyant les ombres. Elle savait.
Elle comprenait. Et elle portait en elle une mission bien plus grande que sa propre survie. Le dossier trouvé dans le centre parlait d'un lieu secret, mentionné sous le nom codé Échelon C. Une infrastructure souterraine isolée, désignée comme zone de stabilisation expérimentale. Une adresse apparaissait sur une des fiches, une ancienne station de métro désaffectée au sud de la ville, entre les lignes oubliées du réseau ferré, là où plus aucun train ne passe depuis plus de 20 ans. Élodie mit 2 jours à trouver l'entrée. Derrière un mur tagué à l'abandon, dans une ruelle industrielle proche de l'ancien dépôt de Montrouge, une bouche d'égout avait été renforcée par une trappe métallique dissimulée. Elle l'ouvrit avec une barre de fer volée dans un chantier. Une échelle rouillée descendait dans les entrailles de la ville. Elle prit une grande inspiration et s'engouffra dans l'obscurité. L'odeur était suffocante, le silence absolu. Elle avançait à tâtons, guidée par sa seule lampe, longeant les rails morts et les câbles arrachés, jusqu'à ce qu'un faible bourdonnement apparaisse. Puis une lumière au loin, une porte, massive, blindée, mais légèrement entr'ouverte. Elle la poussa. Derrière, un couloir propre, éclairé par une lumière blanche. Des caméras, des capteurs muraux. Pourtant, rien ne bougea. Aucun système de sécurité ne sembla s'activer, comme si le lieu l'attendait. Elle avança prudemment, traversant plusieurs couloirs jusqu'à une pièce ronde, couverte de panneaux de surveillance. Au centre, un fauteuil médical et, à sa grande stupeur, une silhouette assise devant les écrans. Un garçon, peut-être de son âge, mince, pâle, les yeux brillants d'un éclat étrange. Il ne sembla pas surpris de la voir. « Tu es Élodie », dit-il d'une voix douce. Elle s'arrêta, méfiante. « Qui es-tu » ? « On m'appelle Nexus. Je suis comme toi. Je t'attendais. » Il se leva, s'approcha lentement. Il portait un collier identique au sien, même pendentif, même métal, même brillance discrète. « Je suis né ici, dit-il, dans cette station. Ils m'ont élevé ici, comme un cobaye. Mais un jour, ils ont arrêté. Quelque chose a mal tourné là-haut. Ils ont fermé les accès. Je suis resté seul, jusqu'à ce que tes signaux réapparaissent. » Élodie fronça les sourcils. « Mes signaux ?» Il hocha la tête. « Ton collier émet des impulsions, très faibles, mais uniques. Quand tu as commencé à activer ta mémoire, le réseau LUX les a détectés. Moi aussi. C'est comme un appel. » Il l'invita à s'asseoir. Elle hésita, puis s'installa face à lui. « Tu sais ce qu'ils nous ont fait ?» Il soupira. Ils ont tenté de fusionner l'intelligence humaine avec une mémoire dirigée. Ils voulaient créer des consciences transférables, plus que des clones, des entités hybrides. Mais cela ne fonctionnait que sur certains profils. Toi, moi, nous sommes les seuls stables. Les autres, il détourna les yeux. Ils ont disparu, ou sont devenus autre chose, instables, dérangés. Ils ne supportaient pas les fragments de mémoire. Certains ont rejeté la conscience étrangère, d'autres ont explosé de l'intérieur. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi moi ? Pourquoi Camille ? Nexus s'approcha d'un terminal. Il tapa quelques commandes. Un visage apparut à l'écran. Camille Rousseau, souriante, vivante, une archive vidéo. Elle n'était pas seulement la conceptrice du programme, elle en était aussi la mémoire principale. Ils l'ont convaincue de se sacrifier pour l'avenir de l'humanité. Elle pensait transmettre son savoir, son amour, sa voix. Mais ils ont utilisé son esprit comme matrice de contrôle. Il désigna un autre écran, montrant des enfants en blouse blanche dans des salles d'observation. Ils ont échoué, jusqu'à toi. Élodie regarda les images avec horreur. Ces enfants, ces regards vides, c'étaient ses semblables. Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas. Certains ont été déplacés, d'autres liquidés. Un silence pesant s'abattit entre eux. Puis Nexus murmura « Mais toi, tu n'es pas seulement leur réussite, tu es leur perte. Car en toi, Camille a laissé un fragment qu'ils n'ont jamais pu lire. » Il montra son collier. Le code gravé dedans. Tu l'as lu? Elle hocha la tête. Là où dort la lumière, naît la vérité. Il sourit. C'est une instruction codée, un mot-clé, une activation. De quoi? D'un effacement. Élodie fronça les sourcils. Effacement de quoi? De tout le réseau LUX, des données, des dossiers, des accès. Le collier contient une impulsion qui, si elle est envoyée dans le bon terminal, efface toutes les traces du programme.
Définitivement. Elle comprit. Camille avait tout prévu. Elle s'était sacrifiée, oui, mais elle avait aussi laissé une faille dans leur système, une graine de destruction. Un héritage de résistance. Et où est ce terminal? Nexus la fixa dans les yeux. Dans leur siège principal. En Suisse. Protégé. Inaccessible. Sauf si on y entre avec une signature biologique. La mienne. Exactement. Elle serra les poings. Tout en elle criait vengeance, justice, vérité. Elle n'avait plus peur. Elle avait une mission. Tu viens avec moi? Nexus hocha la tête. Jusqu'au bout. Et dans le silence souterrain de cette station oubliée, 2 enfants créés par la science, porteurs d'une mémoire volée, se mirent en route pour déclencher la chute d'un empire invisible. La nuit était tombée sur Paris comme un rideau de plomb. Les néons des stations-service vacillaient dans l'obscurité et le grondement sourd du périphérique résonnait comme un battement de cœur industriel. Élodie et Nexus avaient quitté l'échelon C par une autre sortie dissimulée, un ancien conduit de ventilation menant à une ruelle désaffectée. Ils avaient marché plusieurs heures, évitant les caméras, changeant de trottoir à chaque silhouette suspecte, comme 2 ombres glissant entre les interstices de la ville. Le plan était risqué, presque suicidaire, mais il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Grâce aux archives internes du centre, Nexus avait récupéré les coordonnées précises du siège international du projet Lux, situé à l'abri des regards dans les Alpes suisses, sous couvert d'un centre de biotechnologie rattaché à une fondation environnementale. La seule façon d'atteindre le cœur du système, le terminal principal de gestion des données du programme, était d'entrer directement dans le complexe. Et pour cela, il fallait traverser la frontière, discrètement, sans documents, sans traces. Ils avaient besoin d'un véhicule et d'un guide. Nexus connaissait un contact, un ancien logisticien du réseau, repenti depuis plusieurs années. Il habitait à Dijon, à 4 heures de Paris. Pour l'atteindre, ils montèrent clandestinement dans un convoi de livraison de nuit, un camion frigorifique transportant des denrées vers Lyon. Le chauffeur, un homme massif aux cheveux blancs, accepta de les embarquer en échange de silence absolu et d'un regard détourné. Il ne posa aucune question. Il connaissait ce genre de regard, il l'avait vu avant, chez d'autres enfants, chez d'autres erreurs de laboratoire. Installés entre des caisses de viande emballées, les 2 enfants restèrent silencieux pendant des heures. L'air était glacial. Élodie, recroquevillée, serrait son collier contre elle, tentant de rester éveillée malgré la fatigue. Nexus observait les parois du camion, perdu dans ses pensées. « Tu crois qu'on y arrivera ?» demanda-t-elle soudain. Il tourna lentement la tête vers elle. « Je ne crois pas, je sais. » Elle baissa les yeux. « Tu sembles si sûre, comme si rien ne pouvait te briser. » J'ai été brisée, Élodie, plusieurs fois. Ils m'ont reconstruit, modifié, testé, effacé. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'esprit humain n'est pas une équation. Il fuit, il résiste, il se cache dans les moindres recoins de ce qu'ils appelaient « bruit neuronal ». Et c'est là que je les ai vaincus. Un long silence suivit. Puis elle murmura « Et si on meurt là-bas ?» Nexus la fixa. « Alors on emportera leur vérité avec nous. Et un jour, quelqu'un viendra. Quelqu'un trouvera ce que nous avons laissé, ce que nous avons été. » Le camion s'arrêta à l'entrée de Dijon au petit matin. Le ciel était gris, bas, menaçant. Le chauffeur leur fit signe de descendre sans bruit. Ils se faufilèrent entre les entrepôts, marchèrent encore jusqu'à un quartier résidentiel endormi. La maison était modeste, entourée d'un jardin envahi par les mauvaises herbes. À l'intérieur, un homme en fauteuil roulant les attendait, l'air fatigué, mais les yeux vifs. Il s'appelait André Valmont. Autrefois ingénieur en logistique pour le centre LUX, il avait fui le programme après un incident dont il ne parlait jamais. Il reconnaissait immédiatement les colliers, et il ne posa aucune question. « Vous êtes les derniers, dit-il simplement. Ceux qui doivent finir ce que j'ai commencé à détruire. » Il les fit entrer, referma les volets, verrouilla la porte. Dans son salon transformé en bunker, des écrans, des radios, des cartes et des plans couvraient les murs. Il leur montra un itinéraire précis. Des routes forestières, des cols secondaires, des tunnels de contrebande utilisés autrefois par des trafiquants d'art. Il possédait un vieux véhicule tout-terrain équipé d'un brouilleur de signal. Il accepta de les conduire jusqu'à la frontière, mais pas plus loin. Au-delà, il devrait continuer seul. Pendant la nuit, Élodie découvrit dans une malle un dossier marqué « Réseau interne, LUX ». À l'intérieur, une photo. Luc Moreau, plus jeune,
debout à côté de Camille, sourire figé. Derrière eux, le logo du programme. Elle comprit que Luc avait été impliqué bien avant la chute, qu'il n'était pas seulement un mari désemparé. Il avait connu l'origine. Il avait été un rouage du système. Le lendemain, à l'aube, ils prirent la route. André conduisait prudemment, évitant les villes, les péages. Les kilomètres s'étiraient dans un silence tendu. Élodie fixait l'horizon, le cœur lourd. Elle ne savait plus quoi penser de Luc. Avait-il trahi Camille? Avait-il été manipulé? Était-il complice ou victime? Au col du Faucigny, à la lisière de la Suisse, André s'arrêta. La route se rétrécissait, bordée de sapins et de brouillard. Il leur tendit une carte, un téléphone crypté et une clé USB. Cette clé contient les accès d'urgence. Une fois dans le complexe, branchez-la au terminal principal. Le reste dépendra de vous. Il les serra dans ses bras, longuement, puis remonta dans sa voiture et disparut dans la brume. Élodie et Nexus restèrent un moment sans bouger, puis ils prirent le chemin forestier, suivant le sentier marqué sur la carte. Plusieurs heures de marche. Le froid mordait leurs doigts. Le silence montagnard amplifiait chaque craquement de branches. Puis au détour d'un virage, ils virent la structure. Un bâtiment anguleux, semi-enterré dans la roche, surplombant une vallée déserte. Un drapeau blanc à croix verte flottait au vent. Une illusion de centre médical. Mais les murs, les tourelles, les capteurs thermiques trahissaient une vérité plus sombre. Ils s'approchèrent en silence. Au moment de franchir la dernière pente, Nexus s'arrêta. « Tu entends » Élodie tendit l'oreille. Un bourdonnement, faible, régulier, comme un rythme artificiel, une pulsation. « C'est le cœur » dit Nexus, le cœur du réseau. Et sans un mot de plus, ils descendirent vers la gueule du monstre. L'entrée du complexe était presque invisible à l'œil nu, dissimulée dans une faille rocheuse, camouflée par une végétation dense. Un simple scanner biométrique flanqué de 2 colonnes de béton marquait le seuil de ce que le monde extérieur croyait être un centre de recherche alpine sur la génétique végétale. Mais derrière cette façade trompeuse se trouvait le sanctuaire du programme Luxe, l'épicentre de toutes les manipulations, de toutes les expériences, de toutes les pertes humaines maquillées en progrès scientifique. Élodie et Nexus s'approchèrent à pas lents, les muscles tendus, conscients qu'une fois la porte franchie, aucun retour en arrière ne serait possible. Élodie se plaça devant le scanner. Le collier, suspendu contre sa poitrine, vibra légèrement. Une lumière rouge balaya son visage puis vira au vert. Accès autorisé. Matrice reconnue. Le battant s'ouvrit sans bruit. Une odeur froide, métallique, s'échappa de l'intérieur, semblable à celle d'un couloir chirurgical. Ils pénétrèrent dans un vestibule dépouillé, où seuls les murs en acier poli reflétèrent leur présence comme des échos flous. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles du bâtiment, l'atmosphère changeait. L'air devenait plus dense, plus lourd. Il y avait quelque chose de vivant ici. Une conscience enfouie sous les circuits, tapie dans les câbles. Nexus guidait avec précision, suivant de mémoire les plans récupérés dans les archives de l'échelon C. Ils traversèrent à plusieurs niveaux. Le secteur d'analyse biologique, les chambres de tests neurologiques, les unités de cryogénie. Partout, les lumières étaient tamisées, les couloirs silencieux. Aucun personnel, aucune patrouille. C'était comme si le complexe les attendait. Ou pire, les observait en silence. Ils arrivèrent devant une porte massive, ornée du symbole de l'UX, une spirale noire encerclée de rayons argentés. Le cœur du réseau. Nexus inséra la clé USB dans le terminal. Un écran s'alluma. Une interface complexe s'afficha. Il pianota sur le clavier, déclenchant une série d'ouvertures sécurisées. La porte s'ouvrit lentement, révélant une salle circulaire, immense, plongée dans une lumière bleu pâle. Au centre, suspendue dans un cylindre de verre, une structure organique palpitait lentement, un noyau neurologique artificiel, une matrice vivante composée de milliers de cellules neuronales humaines entrelacées dans une grille métallique. Des câbles en sortèrent de toutes parts, connectés à des serveurs massifs répartis sur les parois de la pièce. C'était là que résidait l'intelligence du réseau LUX. C'était cela, le cœur. « Nous y sommes », murmura Nexus. Élodie s'approcha du terminal principal. L'écran l'invita à s'identifier. Signature biologique requise, matrice E01. Elle posa sa main sur le capteur. Le collier vibra de nouveau,
puis projeta un faisceau discret vers le dispositif. Une série de confirmations s'afficha. L'interface changea. Accès directeur autorisé. Veuillez entrer le code d'extinction. Élodie sortit un petit papier froissé de sa poche. André Valmont le lui avait remis juste avant leur départ, sans un mot. Elle y lut une séquence de mots latins. Lux silentia fractum universa. Elle les tapa lentement, les mains tremblantes. Puis elle appuya sur « Valider ». Une alarme silencieuse s'activa. Les lumières baissèrent d'intensité. Le noyau se mit à pulser plus vite. Des voyants rouges s'allumèrent autour de la salle. Processus d'effacement engagé. Estimation 18 minutes. Mais à ce moment précis, une voix se fit entendre dans toute la pièce, froide, contrôlée, féminine. Extinction non autorisée, présence non prévue, contre-mesure engagée. Les portes se verrouillèrent derrière eux. Une cloison s'ouvrit. Un homme entra. Grand, vêtu d'un uniforme blanc, les yeux clairs, vides. Il tenait une arme paralysante. Sujet E01. Retour requis. Protocole de réintégration activé. Élodie se plaça devant le terminal, les bras écartés. « Vous n'avez plus le contrôle. » L'homme s'approcha sans émotion. « Vous êtes un artefact. Vous serez reconduit. Votre matrice sera extraite et réinitialisée. » Nexus fit un pas en avant. Elle n'est pas seule. Il bondit, attrapant une barre métallique posée contre une console. Il frappa l'homme, qui recula mais ne tomba pas. Le soldat répliqua, le projeta contre un mur. Nexus se releva péniblement, le visage ensanglanté. « Finissez l'extinction, Élodie, hurla-t-il. N'arrête pas. » Elle se tourna de nouveau vers le terminal. L'interface affichait « Validation finale requise ». Elle posa ses deux mains sur les capteurs. Une dernière ligne apparut. « Voulez-vous effacer définitivement le réseau LUX et toutes ses entités associées ?» Elle ferma les yeux. « Oui. » Le système confirma. « Extinction dans 5 minutes. » Mais l'homme n'avait pas dit son dernier mot. Il s'approcha d'elle à grande vitesse. Nexus, malgré ses blessures, s'interposa de nouveau. Cette fois, il planta la barre métallique dans un conduit électrique. Une décharge explosa dans toute la salle. Le soldat hurla, électrocuté, s'effondrant au sol, inerte. Nexus, lui aussi, tomba à genoux. « Va-t'en » dit-il en haletant. « Sauve-toi. Pas sans toi. Je suis déjà condamné. » Le système annonça « 2 minutes avant extinction ». Élodie courut vers le noyau. Elle le regarda battre une dernière fois. Ce cœur dans lequel résonnaient toutes les douleurs, toutes les mémoires volées, toutes les voix mortes. Elle ne pleura pas. Elle posa sa main contre le verre. C'est fini. Une explosion secoua le sol. Les câbles se mirent à trembler. Les lumières s'éteignirent les unes après les autres. Puis un silence. Un véritable silence. Total. Une absence. Le réseau LUX venait de mourir. Élodie prit Nexus dans ses bras, le traîna hors de la salle alors que les systèmes s'effondraient autour d'eux. Les couloirs vacillaient, les murs craquaient, des alarmes muettes hurlaient dans le néant. Elle trouva une issue de secours, s'engouffra dans un tunnel d'évacuation, gravit une série d'échelles jusqu'à atteindre un abri de surface. Elle ouvrit une trappe rouillée. Le soleil se levait sur les montagnes. Ils étaient vivants, et le monstre était mort. L'air matinal avait une odeur de terre mouillée et de sapin, un parfum presque irréel après la suffocation métallique du complexe LUX. Élodie, haletante, tirait encore Nexus hors de la trappe d'évacuation. Il ne parlait pas, mais ses yeux étaient ouverts. Ses lèvres esquissaient un souffle. Elle le coucha sur l'herbe, posa sa tête sur ses genoux et observa le ciel pâle se déployer lentement au-dessus d'eux. Le silence n'était plus vide. Il vibrait de la vie qu'il venait de restaurer. Ils étaient là, dans une clairière isolée au sommet des Alpes suisses, entourés par un monde qui ignorait encore ce qui venait de se produire sous ses fondations. Mais tout allait changer. Élodie le savait, et elle le ressentait jusque dans sa peau. Depuis l'instant où elle avait confirmé l'extinction, quelque chose en elle s'était réorganisé. Un poids s'était effacé, remplacé par une étrange lucidité. Les souvenirs flous de Camille, ces fragments qui l'assaillaient comme des fantômes, avaient trouvé leur place. Ils n'étaient plus des intrus. Ils faisaient désormais partie d'elle. Nexus reprenait des forces lentement. Élodie le veillait, lui murmurant de ne pas dormir, de tenir encore. Dans la poche intérieure de sa veste, elle gardait la clé USB vide, désormais inutile, mais porteuse de ce qu'ils avaient accompli. Le monde ignorait tout du programme LUX,
Mais dans quelques jours, quelques semaines, les effets de son effacement commenceraient à se faire sentir. Les communications internes du réseau, les comptes occultes, les fichiers stockés sur des serveurs masqués, tout avait été effacé méthodiquement, irréversiblement. Leurs identités volées, leurs mémoires expérimentales, leurs lignées tronquées, tout avait été dissous. Ils restèrent dans la clairière pendant plusieurs heures. Nexus allongé récupérait peu à peu l'usage de sa voix. Lorsqu'il parla enfin, sa voix n'était plus qu'un souffle. « Je t'avais dit qu'on y arriverait. » Élodie esquissa un sourire. « Tu avais raison, tu as tenu ta promesse. Et toi, tu es devenu bien plus que ce qu'ils avaient prévu. » Elle lui caressa doucement les cheveux, puis tourna la tête vers la vallée en contrebas. Une route sinueuse serpentait entre les sapins. Ils devaient partir, rejoindre un endroit sûr, avant que les autorités locales ne découvrent les ruines du complexe. Il était probable que des équipes de nettoyage, des agents restants, viennent constater les dégâts. Ils n'étaient pas entièrement à l'abri, mais désormais, ils n'étaient plus des fugitifs. Ils étaient les témoins d'une révolution silencieuse. Ils mirent une journée entière à redescendre vers la première localité, une petite ville alpine, calme, presque figée dans le temps. Ils s'installèrent discrètement dans une auberge, en se faisant passer pour deux enfants en fuite, ce qu'ils étaient au fond. L'aubergiste, une femme d'âge mûr au regard doux, ne posa aucune question. Elle leur donna une chambre sous les toits, leur servit une soupe chaude et referma la porte en silence. Ce fut là, dans ce calme précaire, qu'Élodie se connecta pour la première fois à un réseau public. Avec le téléphone crypté laissé par André Valmont, elle accéda à une interface sécurisée. Elle ne cherchait pas des nouvelles du programme. Elle savait qu'il n'existait plus. Elle cherchait une trace de Luc. Contre toute attente, elle en trouva une. Un article, publié quelques heures plus tôt sur un site indépendant spécialisé dans les fuites de documents classifiés. Le titre sobre disait « Un homme brise le silence sur un programme oublié, l'affaire LUX ». L'article parlait d'un ancien collaborateur du projet, arrêté par les autorités suisses, alors qu'il tentait de dénoncer un réseau expérimental illégal. L'homme avait été relâché faute de preuves, mais avait laissé derrière lui un dossier complet. Un certain LM, les initiales de Luc Moreau. Élodie sentit son cœur bondir. Il avait survécu, il avait compris, et il parlait. Elle montra l'article à Nexus. Il sourit. Il nous ouvre la voie. C'est à notre tour maintenant. Ils passèrent la nuit à établir un plan. Ce ne serait pas une fuite éternelle. Ils ne vivraient pas dans l'ombre. Ils avaient quelque chose à dire, quelque chose à transmettre. Ce que l'UX avait tenté de détruire, ils allaient le faire exister autrement, par le récit, par la vérité. Le lendemain, ils se rendirent dans un cybercafé. Là, Élodie écrivit. Elle raconta tout. Depuis son arrivée à Paris, la rue Ramet, le collier, la cassette, l'échelon C, jusqu'au centre suisse et à la destruction finale. Elle n'utilisa aucun nom réel, aucune localisation précise, mais elle rédigea chaque événement avec une exactitude effrayante. Elle ajouta des copies de documents, des fragments audio, des images trouvées dans les archives du complexe. Puis elle envoya tout à plusieurs journalistes, à des collectifs de transparence, à des scientifiques dissidents, à des avocats des droits humains. Elle ne signa que d'un mot, « Hello ». En sortant, elle respira profondément l'air frais des montagnes. Nexus la rejoignit, les mains dans les poches, le regard calme. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux vers le ciel, où les nuages se dispersaient lentement. « Maintenant, on va vivre. » Pour la première fois. Ils s'éloignèrent ensemble. Deux enfants qui avaient grandi dans l'ombre d'un projet dément, deux survivants d'une mémoire volée, deux voix portées par le vent d'un monde en train de s'éveiller. Et pour la première fois, depuis qu'elle avait posé le pied sur ce trottoir de Montmartre, Élodie n'était plus une fille invisible. Elle était une histoire que plus rien ne pouvait effacer. Tandis que la vérité se frayait un chemin dans les canaux numériques du monde libre, certains, dans l'ombre, s'agitaient pour colmater les brèches, effacer les traces, contenir l'onde de choc. Le réseau LUX, bien que décapité, n'était pas entièrement mort. Ce qu'Élodie et Nexus avaient détruit représentait le cœur du système, son noyau central, mais des fragments de son corps subsistaient, disséminés, camouflés dans d'autres projets, dans d'autres noms, dans d'autres institutions. Les cendres du monstre bougeaient encore,
Au siège d'un organisme pharmaceutique de Genève, une salle sécurisée hébergeait une réunion en huis clos. 4 personnes y étaient assises, toutes vêtues de costumes sombres, les visages tendus, les regards figés sur une série de documents projetés sur l'écran mural. Les informations venaient d'être interceptées. Une transmission non autorisée, une fuite massive de données concernant le programme LUX, un récit détaillé, envoyé simultanément à des dizaines de médias indépendants, accompagné de preuves irréfutables. Et surtout, un nom clé avait refait surface. « Hello, c'est elle », murmura l'un d'eux. La matrice E01. Un autre, plus âgé, serra les poings. Elle ne devait pas survivre à l'extinction. Ils ont sous-estimé le lien entre elle et le noyau, dit une voix féminine. Le signal n'a pas été effacé, il a été transformé, transmis. Le 4e membre du groupe, resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Cela change la nature de la situation. Ce n'est plus seulement une fuite, c'est un avertissement, une déclaration de guerre. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous savaient ce que cela signifiait. Les protocoles de silence avaient échoué. L'existence du projet, bien que toujours nié publiquement, venait d'atteindre un point de non-retour. Les prochaines semaines seraient les cruciales. Le monde, lentement, commencerait à poser des questions, à douter, à chercher. Mais dans un autre lieu, bien plus reculé, un homme s'éveillait à la lumière pâle d'un matin brumeux. Luc Moreau, seul dans une maison de campagne prêtée par un ancien collègue, reprenait des forces. Il avait été grièvement blessé durant sa capture, puis relâché sous la pression d'un avocat infiltré dans le cercle des dénonciateurs. Il savait que ce sursis n'était que temporaire, mais il avait une certitude qui lui donnait la force de se lever chaque jour. Élodie avait réussi. Il avait lu son témoignage, vu les documents, entendu sa voix dans un court enregistrement audio joint au rapport. Elle n'avait pas mentionné son nom, pas une seule fois. Elle avait fait cela pour le protéger, ou peut-être pour se détacher de lui définitivement. Il ne le savait pas, et peu importait. Elle vivait, elle existait par elle-même. Elle était devenue plus que sa fille, plus que le reflet de Camille. Elle était l'éclat d'une conscience née de l'obscurité. Chaque matin, Luc sortait de la maison, s'asseyait sur la marche de pierre et lisait les nouvelles. Les réactions se multipliaient. Des journalistes cherchaient à joindre la source. Des laboratoires désignés dans les documents tentèrent de nier leur implication. Des scientifiques demandèrent des commissions d'enquête. Et certains, plus discrets, quittèrent leur poste, disparaissaient sans explication. Le système craquait. Mais une nuit, un événement inattendu fit basculer à nouveau l'équilibre. Dans un centre de recherche abandonné à Munich, une alarme se déclencha. Un vieux serveur, supposé éteint depuis des années, se réactiva brièvement. Une séquence binaire clignota sur l'écran principal. Une phrase codée apparut. Matrice F02, signal restauré, localisation inconnue. L'information remonta rapidement jusqu'à Genève. Lors d'une réunion d'urgence, les membres restants du conseil de Lux, ou de ce qu'il en restait, comprirent. Élodie n'était pas seule. Le programme, bien que désactivé, avait laissé des résidus. D'autres matrices dormaient encore quelque part, peut-être instables, peut-être conscientes. Le monde pouvait être assis sur un volcan silencieux. Et dans une autre partie du continent, dans une zone rurale du nord de la Pologne, une jeune fille ouvrit les yeux dans une chambre plongée dans la pénombre. Elle ne savait pas qui elle était. Elle portait un collier identique à celui d'Élodie. Elle se leva lentement, titubant. Des souvenirs flous envahirent de son esprit, des cris, une lumière blanche, un prénom murmuré dans un rêve. Francesca. Elle s'assit sur le bord du lit. Sa respiration était calme. Elle regarda ses mains, puis se dirigea vers une vieille radio posée sur une étagère. Elle l'alluma. Une voix parlait d'un article publié récemment, évoquant un projet illégal, des enfants disparus, des mémoires transférées. La jeune fille ferma les yeux. Un mot s'imposa dans son esprit comme une vibration sourde. « Hello », elle le répéta. Elle savait que ce mot n'était pas un simple nom. C'était une clé, une direction, une sœur. Pendant ce temps, Élodie et Nexus, réfugiés dans une ferme isolée près de la frontière italienne, poursuivaient leur travail de fond. Ils n'avaient pas cessé d'écrire, de compiler, de décoder les bribes de mémoire qu'ils portaient encore. Leur nuit était longue, peuplée de visions fragmentées. Mais leur mission avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de dénoncer,
Il s'agissait maintenant de retrouver les autres. Il comprenait que le réseau LUX avait été conçu comme un arbre aux branches multiples. S'ils en avaient coupé le tronc, les racines s'étaient étendues loin, très loin. Et quelque part, au-delà des frontières, dans des lieux oubliés, d'autres porteurs d'âme vivaient dans le silence, égarés, oubliés ou surveillés. Il fallait les retrouver, les libérer, leur donner une voix, car l'histoire n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Le soleil se levait lentement au-dessus des montagnes italiennes, enveloppant les collines d'une lumière douce et dorée. Dans une ancienne grange restaurée, à l'abri des regards, Élodie et Nexus s'étaient installés dans une routine austère, mais méthodique. Leurs journées étaient rythmées par des heures de documentation, de décryptage, de retranscription. Les murs de la pièce principale étaient couverts de cartes, de photos anciennes, de schémas extraits des archives LUX. Chaque fil, chaque punaise marquait une hypothèse, une piste, un nom oublié. Ils travaillaient dans le silence, rarement entrecoupés de conversations, tant leur concentration était intense. Depuis la découverte de l'activation du signal de la matrice F02, ils savaient que la chute du cœur du réseau LUX n'avait pas suffi. Ce qu'ils avaient détruit n'était que la couche centrale. Des branches secondaires, des fragments dormants, s'étaient probablement autonomisés au fil du temps. Ils devaient désormais devenir les veilleurs de ces vestiges, les protecteurs de ceux qui, comme eux, avaient été créés à partir de mémoires volées. Un matin, Élodie trouva dans les logs d'accès cryptés un indice oublié, une suite de coordonnées GPS accompagnée d'un mot en code, silence. Elle reconnut immédiatement le format, identique à celui utilisé pour désigner les anciens sites de test du programme. Ces coordonnées pointaient vers une région forestière au centre de la Roumanie. Aucun autre fichier n'y faisait allusion, mais quelque chose dans ce mot, silence, lui évoqua une sensation familière. Ce n'était pas une consigne, mais un état, une méthode de dissimulation, un sanctuaire. Elle montra l'information à Nexus. Il acquiesça sans dire un mot. Ils préparèrent un sac chacun, prirent le strict nécessaire et abandonnèrent à leur abri. Le voyage fut long, parsemé d'arrêts discrets, de détours improvisés. Ils évitèrent les autoroutes, les contrôles frontaliers, se déplaçaient souvent à pied ou en covoiturage. Le monde semblait toujours paisible, comme si l'onde de leur guerre n'avait pas encore atteint la surface. Mais ils savaient que cela changerait. Ce n'était qu'une question de temps. Arrivés en Roumanie après plus d'une semaine de voyage, ils trouvèrent la forêt, dense, ancienne, enveloppée de brouillard. Ils marchèrent 2 jours, guidés par les coordonnées et une carte topographique récupérée dans une ancienne base de données géologiques. Puis, enfin, ils la trouvèrent, une structure enfouie sous la mousse et les branches, presque entièrement dissimulée dans le sol. Un ancien bunker de la guerre froide, reconverti, semble-t-il, en laboratoire temporaire. La porte d'entrée était scellée par un système biométrique effacé depuis longtemps, mais le mécanisme s'était dégradé. Nexus parvint à l'ouvrir avec un outil de fortune. À l'intérieur, le froid les saisit immédiatement. L'air était sec, chargé de poussière. Ils avancèrent avec prudence, passant d'une pièce à l'autre, découvrant des tables d'opération, des réservoirs vides, des panneaux de commande hors d'usage. Rien ne bougeait, aucun signe de vie. Mais dans une cellule du fond, un bruit, léger, régulier, une respiration. Ils s'approchèrent. Allongée sur un lit métallique, une jeune fille aux cheveux noirs dormait. Son visage était paisible, mais ses traits trahissaient une fatigue profonde. Un collier identique à celui d'Élodie reposait sur sa poitrine. Nexus s'approcha lentement, vérifia ses constantes. Stable, vivante, mais profonde, comme en sommeil prolongé. « C'est elle », murmura-t-il. Élodie s'agenouilla à ses côtés. Francesca, elle le savait, sans savoir comment. Le nom s'imposa à son esprit comme un écho retrouvé. La mémoire résiduelle de Camille s'activait encore parfois, dans des moments de clarté. Et ce nom, ce visage, faisait en partie d'un souvenir incomplet, d'un lien oublié. Ils la transportèrent jusqu'à une salle mieux conservée, nettoyèrent une couchette, posèrent des couvertures autour d'elle. Puis ils commencèrent à fouiller les archives locales. Des dossiers poussiéreux, protégés par des verrous physiques. Nexus les força un à un. Ils découvrirent alors des documents inestimables, des données sur d'autres matrices en hibernation, des expériences suspendues, des cycles de réveil planifiés,
puis annulé à la suite de l'échec du noyau principal. Il existait au moins 4 autres sites de ce type, chacun contenant potentiellement une ou plusieurs entités semi-conscientes, parfois stabilisées, parfois en rupture. Les lieux étaient dispersés, un en Scandinavie, un autre au Canada, un troisième en Afrique du Sud, et le dernier mentionné uniquement par un nom de code, Origine. Élodie comprit immédiatement ce que cela impliquait. La tâche devant eux n'était pas finie. Elle s'amplifiait. Il ne s'agissait plus de survivre ni même de dénoncer. Il s'agissait de réveiller, un à un, ceux que le silence avait engloutis, de les rassembler, de leur rendre ce qu'on leur avait volé. Francesca s'éveilla 2 jours plus tard. Ses premiers mots furent confus, fragmentés, prononcés dans un mélange de langues. Mais son regard était lucide. Elle reconnaissait Élodie. Elle ne savait pas comment, ni pourquoi, mais elle la reconnaissait. « Je t'ai vue, dans un rêve, » murmura-t-elle. « Toi et une femme, dans la lumière. » Élodie lui prit la main. « Tu es en sécurité maintenant. Tu n'es plus seule. » Et dans ce vieux bunker perdu dans la forêt roumaine, un nouveau cercle se forma. 3 entités nées du même cauchemar, 3 voix forgées dans la douleur, 3 témoins d'un programme qui croyait avoir tout contrôlé, mais qui n'avait jamais compris ce qui réside au cœur de l'humain, la volonté d'exister. Ils ne savaient pas encore combien d'autres ils trouveraient, ni combien de dangers les attendaient encore. Mais une chose était certaine, l'histoire n'était plus entre les mains de ceux qui l'avaient écrite, elle appartenait désormais à ceux qui avaient survécu. Les jours qui suivirent le réveil de Francesca furent marqués par une étrange accalmie. Dans les profondeurs du bunker forestier, les 3 enfants partagèrent désormais plus qu'un passé commun, une mission tacite, lourde, mais nécessaire. La jeune fille, bien que fragile au début, se montra rapidement curieuse, attentive et surtout habitée par un instinct de survie identique à celui d'Élodie et de Nexus. Il ne fallut que peu de temps avant qu'elle ne participe aux recherches, au relevé de données, à l'analyse des fragments retrouvés dans les archives techniques du site. L'un de ces fragments, dissimulé derrière une séquence chiffrée dans un terminal presque hors service, s'avéra être bien plus qu'un simple rapport oublié. Ce fichier nommé Genesis Protocol Zase 1 Aeon contenait les toutes premières directives du projet LUX, bien antérieures à celles que Luc ou Camille avaient connues. Il y était question d'un site zéro, mentionné sous le nom de code Origine. Contrairement aux autres structures répertoriées, celui-ci n'était pas un centre d'expérimentation. Il s'agissait d'un lieu de conception, de programmation initiale, un laboratoire où les premiers transferts cognitifs avaient été testés sur des embryons synthétiques. Les coordonnées étaient incomplètes, mais une série de métadonnées cachées dans le code binaire laissait entrevoir une localisation précise. Le sud du Maroc, aux abords du désert, dans une région où plusieurs installations militaires désaffectées avaient été converties en centre de recherche privé dans les années 90. Élodie prit la décision sans hésitation. Ce site devait être le dernier, le point d'ancrage de toute cette folie. S'il restait une vérité enfouie, une explication à ce qu'ils étaient réellement, elle se trouvait là. Nexus et Francesca acceptèrent aussitôt, conscients que cette expédition serait probablement la plus périlleuse de toutes. Ils quittèrent la Roumanie de nuit, prirent des trains secondaires jusqu'en Hongrie, puis passèrent par l'Autriche, l'Italie, l'Espagne. À Barcelone, ils embarquèrent à bord d'un ferry en direction de Tanger, dissimulés parmi les passagers d'un groupe de jeunes bénévoles en route pour un chantier humanitaire. Une fois en Afrique, ils traversèrent les routes sablonneuses à bord d'un véhicule loué sous une fausse identité, guidé par une carte topographique modifiée et un ancien signal satellite capté grâce à un terminal bricolé par Nexus. Le trajet fut éprouvant. Le désert semblait avaler le temps, réduire les distances à des illusions de chaleur et de vent. Mais après 3 jours d'errance, ils atteignirent enfin une structure semi-enterrée, à demi effondrée sous le sable. Une coupole blanche, fendue, marquait l'entrée. Des symboles effacés, gravés dans le béton, trahissaient l'ancienneté du lieu. Ce n'était plus qu'une carcasse, un mausolée technologique. À l'intérieur, tout était en ruine. Les panneaux arrachés, les câbles fondus, les générateurs démantelés. Pourtant, au centre du site, une salle restait intacte, une capsule cryogénique, un terminal d'alimentation autonome et un écran allumé, clignotant faiblement. Ils s'approchèrent. Sur l'écran, un message en français, «
Dernier cycle. Activation manuelle requise. Nexus brancha l'un de leurs modules externes. L'écran changea, révélant une interface archaïque mais fonctionnelle. Ils y découvrirent une dernière mémoire, un enregistrement audio de Camille Rousseau. Sa voix cette fois n'était pas calme, elle était brisée. Si quelqu'un lit ceci, alors cela signifie que je suis morte et que mes enfants m'ont trouvée. Je ne parle pas d'enfants de sang, je parle de vous, mes matrices, vous qui portez en vous une partie de moi. Je vous ai donné ce que je croyais être un don, on l'a transformé en malédiction. Je vous ai rêvé libre, on a voulu vous programmer. Aujourd'hui, vous pouvez effacer jusqu'à la source. Mais avant cela, écoutez, le message se poursuivait. Des détails techniques, des aveux, des regrets. Elle avouait avoir été à l'origine de l'idée de transférer des souvenirs, non pour créer des copies, mais pour transmettre l'amour, la mémoire émotionnelle. Un projet poétique dévoyé par des financiers, des chercheurs obsédés par l'immortalité. Camille avait tenté d'arrêter le processus, trop tard. Sa mémoire avait été scindée, partagée entre plusieurs embryons. Elle savait que l'un d'eux deviendrait stable, et elle avait semé en chacun un fragment de conscience, un mot-clé, un souffle de révolte. Le dernier code, dit-elle, n'est pas un mot, c'est un choix. L'écran se figea, un bouton apparut. Réinitialiser l'origine. Élodie tourna les yeux vers Nexus, puis vers Francesca. Personne ne parla. Il savait. Ce dernier geste effacerait tous les serveurs dormants, même ceux qu'il n'avait pas encore localisés. Il détruirait chaque trace, chaque copie, chaque expérience en cours, et il désactiverait leurs propres colliers, leurs propres extensions cognitives. Ils perdraient peut-être la mémoire, peut-être leur capacité, peut-être même la vie. « Tu es sûr ?» demanda Nexus à Élodie. Elle hocha lentement la tête. « On a été créé pour servir, pour refléter, pour répéter. Il est temps de choisir d'être. » Francesca posa sa main sur celle d'Élodie. Ensemble, ils pressèrent le bouton. Une lumière blanche envahit la salle. L'écran se vida. Un bruit sourd résonna dans les fondations. Puis, le silence. Ils sortirent du site au crépuscule. Le désert les accueillit dans son immensité. Élodie sentit son cœur battre, plus fort, plus libre. Elle se retourna vers la coupole. Il n'y avait plus de secret, plus de code, plus de matrice, seulement 3 êtres vivants. Et ce fut ainsi que l'histoire de la fille invisible de Paris, née d'un souvenir emprunté, d'un collier oublié, d'un rêve interrompu, trouva sa fin, ou peut-être son commencement. Ils s'éloignèrent ensemble dans le désert, sans programme, sans directive, porteurs d'une chose que nul laboratoire ne pouvait créer, le choix. Et pour la première fois, il n'y eut plus de murmures dans leur tête, seulement la paix.